J'ai acheté en fait des maisons de village qui étaient pas du tout rénovées et très souvent à côté d'une tombe ou d'un temple, plein de choses comme ça, ce qui faisait baisser énormément le prix par rapport aux locaux. Si tu achètes pour louer, bah, c'est ton locataire qui te paye ta maison. Le prix des maisons a fait comme ça, un peu comme ça, d'accord. Bon, moi j'avais vraiment acheté pas cher, donc puis à un moment donné c'était multiplié par 5 ou 6. Mes maisons elles ont été payées par eux et j'aurais pas pu moi avec mon salaire m'acheter toutes ces maisons, enfin à l'époque, tu vois. Bonjour à tous, merci Bonjour. d'être présents. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, donc on est à Hong Kong avec Sophie. Merci Sophie. Merci de m'avoir ce matin et bonjour à tous. Donc Sophie, peut-être que si tu veux te présenter, voilà, tu viens de France et quel était ton parcours déjà comment tu es arrivée à Hong Kong, qu'est-ce que tu as fait, voilà. D'accord. Oui, donc je suis née en France. J'ai fait une partie de mes études en France et aussi aux États-Unis. Et je suis venue en expatriation, en fait, il y a maintenant 28 ans, à Hong Kong pour Veolia. Donc j'avais envie de l'Asie. Et effectivement, ça m'a plu, donc je suis restée. Et j'étais venue donc pour un poste exécutif. Pour monter la recherche en Asie à l'époque. Et puis, au bout de 2-3 ans, j'ai fait du business. Donc, je suis devenue la CEO pour la Chine du Sud. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé Hong Kong. J'aime toujours Hong Kong. Je travaillais beaucoup en Chine. Et donc, au départ, je louais à Hong Kong au départ, évidemment, surtout que je savais, en arrivant, tu sais pas trop combien de temps tu vas rester, tu connais pas trop non plus aussi le marché. Et en fait, c'est en 2000, quand il y a eu la première grippe aviaire, donc ça faisait déjà 4 ans que j'étais ici, que je louais, et les loyers sont très chers à Hong Kong. Et que, en fait, moi, je vis depuis. J'ai vécu au départ 2-3 ans dans le centre de Hong Kong. Quand tu arrives, tu découvres, c'est là où beaucoup sont les expats. Et à l'époque, cependant, moi, comme je travaillais au départ avec l'université qui est Berkeley Water Bay, il y a une université là-bas, j'ai découvert en fait un monde différent de Hong Kong à l'époque qui n'était pas encore un endroit où beaucoup d'expats allaient vivre. Vers Sai Kung en fait, et là c'est la campagne avec des maisons, avec des jardins, avec une vie très locale, c'est assez différent. Et donc moi j'ai bougé, j'ai loué là-bas en fait très rapidement parce que bon bah c'est aussi la vie assez quand tu travailles corporate en Hong Kong, tu travailles beaucoup du lundi au vendredi, tu fais que ça et les week-ends j'aimais bien être au calme, faire des balades, la mer, etc. Et donc il y a eu la grippe aviaire de 2002 environ, 2002. Et donc 2003, mon landlord qui me dit, non, le voisin qui me dit tiens, je veux vendre ma maison, est-ce que ça t'intéresse? Donc je commence à me dire tiens, pourquoi pas, je regarde. Parce que les prix à l'époque avaient énormément chuté. Et donc j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder le marché, à découvrir le marché en fait de l'achat à Hong Kong et la particularité des maisons de village. Parce que c'est un mode à Hong Kong, donc il y a les villas, les immeubles, c'est un type de marché. Et les maisons de village, c'est assez particulier. En fait, c'est un droit qui a été donné par les Anglais après la Seconde Guerre mondiale à tous les descendants de villages en fait dans les nouveaux territoires qui ont le droit de construire une maison. Mais ces maisons, en fait, on les appelle exempted village house parce que elles ne doivent pas suivre toutes les normes de construction de Hong Kong. Donc c'est vraiment des cubes, c'est des cubes en ciment très simples avec des tailles définies. Mais ce sont des maisons pas chères. En fait, c'est vraiment pas cher même maintenant, moins cher au mètre carré qu'un immeuble ici, même à Kowloon, assez loin.
au mètre carré, c'est quand même moins cher. Et il y a beaucoup de vieilles maisons. Et en fait, donc c'était à l'époque, il y avait des maisons vraiment pas chères du tout. Surtout, bon, c'était des maisons de village. Deux, il y avait la grippe aviaire. Trois, moi, j'ai acheté en fait des maisons de village qui étaient pas du tout rénovées. Et très souvent à côté d'une tombe ou d'un temple, une chose comme ça, ce qui faisait baisser énormément le prix par rapport aux locaux. Parce que peut-être qu'il faut expliquer, mais les Chinois n'aiment pas du tout tout ce qui est tombe. Voilà. Voilà. Donc moi j'achetais d'abord un pour moi, donc d'abord la première maison. Et peut-être à préciser, parce que quand tu parles de maison, si je ne me trompe pas, qu'on soit clair, juste pour aussi expliquer, parce que pour des personnes peut-être une maison c'est juste une maison avec un étage. Non. Toi, il y a ces 3 étages. Donc les maisons de village, c'est soit 2, soit 3 étages. Il y a les deux. Et en termes de taille, le plus courant, c'est 700 square feet, donc 65 mètres carrés en fait de surface à chaque niveau. Mais il en existe qui sont de 50, de 40, de 30, ça peut arriver aussi, d'accord ? Donc, en fait, tu te retrouves avec 130 mètres carrés, voire 200 mètres carrés. C'est quand même sympa en maison. Tu as aussi toujours en haut, en fait, c'est accessible. Le toit est accessible et est utilisé comme un extérieur. Et tu peux avoir un jardin. Pas toujours, mais tu peux avoir un jardin. Tu as un espace. Donc, extérieur en bas, au rez-de-chaussée, et au deuxième étage. Et donc, moi... Et souvent, ils sont... Même des fois, il y a beaucoup de maisons qui sont divisées. Oui, alors ces maisons entières, voilà. Souvent, donc ces maisons de village, tu peux soit c'est une maison, c'est un occupant, soit ce qui se fait aussi beaucoup, c'est que chaque étage est un appartement, donc un appartement de 65 mètres carrés environ. Et donc tu peux acheter simplement un étage, ou tu peux acheter la maison entière. Et donc moi à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais trouvé en fait une maison à 2 étages, ce qui est plus rare en fait. Mais au niveau du prix, donc c'était moins cher. L'avantage aussi, c'est que les maisons de village à 2 étages à Hong Kong, elles ont un très haut plafond par rapport à celle à 3, parce que donc, la hauteur d'une maison à 2 étages, c'est pas les 2 étages d'une maison à 3 étages, c'est plus. Donc c'est très sympa. Et moi, j'avais acheté une maison assez ancienne, donc en pierre, construite en pierre. Donc avec des murs assez épais, ce qui est sympa pour l'isolation, la température, le bruit. Bon, évidemment, les 700 square feet, c'est l'extérieur, donc ça veut dire que tu as un peu moins à l'intérieur. Mais je trouvais qu'il y avait un charme que j'aime bien. Cependant, beaucoup de gens localement n'aiment pas du tout, parce que ce n'est pas évident de trouver des gens qui savent faire la construction de ce genre de maison. Ils ont un peu peur que ça tombe. Voilà. Donc, moi, ça ne me gênais pas. Moi, je fais de la construction, donc ça me gênait pas de tout ce qui est rénovation. Je vois comment faire. Donc, mais je comprends qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Donc j'ai acheté à l'époque des maisons pour 4 millions de dollars, ce qui est rien. Maintenant, même au mètre carré, c'est pas grave. Avec jardin, voilà, donc très sympa. Et puis j'ai acheté la maison d'à côté. Encore moins cher, juste après. Et là, j'ai commencé à investir pour louer. Parce que, un mois, j'économisais, mon loyer passait dans mon mortgage, d'accord, dans mon prêt bancaire. Mais après, je me suis rendu compte, si tu achètes pour louer, c'est ton locataire qui te paye ta maison. Donc, bien sûr, tu peux avoir, des fois, le locataire change, tu n'as pas de loyer. Donc, moi, par sécurité, j'ai acheté quand j'avais un boulot qui était bien payé, parce que je n'avais pas la crainte de ne pas pouvoir payer le prêt bancaire, parce que je gagnais assez d'argent pour couvrir, si besoin est, les 2-3 mois de changement de locataire, où il faut un peu refaire la peinture, etc. Cependant, moi, j'ai acheté en regardant l'endroit. Donc évidemment, un endroit sympa, près des transports publics, un village qui n'est pas moche, la vue toujours, donc avoir un minimum de vue ouverte.
Par Parce contre, que tu peux te retrouver facilement avec du vis-à-vis bien sûr, donc il et faut. avoir rien. Ah ben voilà, donc il faut bien Ouais. faire attention à ce que tu achètes. Ouais. Donc moi j'ai acheté des maisons qui sont à côté d'une rue, Mm. avec donc je sais qu'il va pas y avoir une maison qui va être construite à 1 mètre de chez moi. Euh, Par contre, moi je n'ai jamais acheté avec vue sur la mer parce que ça doublait les prix. Ah ouais. Et à l'époque, en fait, quand je cherchais, Mm. je préférais acheter une maison avec un petit jardin. Alors petit pour l'Europe, grand pour Hong Kong, avec un petit jardin, avec une vue assez dégagée où on voit une maison de l'autre côté, donc ça va. Parce que ben, j'ai un peu en acheter deux pour le prix d'une, quoi, avec vue sur la mer. Et en termes de loyer, t'as pas le double avec vue sur la mer. Donc voilà. Et puis après la taille, quoi. Tu choisis une taille qui est bien. Et après, moi, je refaisais tout à l'intérieur. La déco, tu peux refaire. Le plan à l'intérieur, tu Et refais. alors peut-être si on revient un peu en arrière sur ta première maison, parce que tu dis que tu as commencé par cette première, Ouais. tu dis il y avait plein de travaux à faire. Oui. C'est toi qui les as fait ou tu as trouvé des artisans? J'ai trouvé des artisans. Ah oui, oui. Mais non, j'avais pas le temps entre mon boulot et. Non, non, non. Par contre, c'est moi qui ai fait j'ai fait le plan, je savais ce que je voulais. Et grâce à mes connexions, parce que on construisait des usines, j'avais des gens, je connaissais des gens, donc j'ai pu trouver comme ça des gens très bien pour faire les travaux, quoi. Et donc là, par exemple, pour ta première maison, c'est celle où tu habitais à l'époque. Je ne sais pas si tu habites encore. Ouais, mais, j'habite encore. ah ben. Et combien de temps ça t'a mis pour faire la rénovation? Alors la première, t'as tout refait, hein? Non, la première, j'ai pas tout refait. Et ça m'a pris parce que je voulais y aller vite. En fait, j'ai demandé, j'ai fait les travaux que pour 3 mois. Ah oui. Mais en 3 mois, j'ai enlevé des murs à l'intérieur, j'ai refait une salle de bain, j'ai refait les fenêtres et les portes à l'intérieur. Et voilà quoi. Donc évidemment peinture, électricité, oui d'accord, voilà. Mais j'ai pas bougé l'escalier, j'ai pas refait tout ça à l'intérieur. Et là j'ai pu le faire à l'époque en 3 mois. J'ai fait l'intérieur pour aménager et on a fini l'extérieur alors que je vivais dans la maison. La maison d'à côté que j'ai achetée, où là j'ai vraiment tout refait, j'ai gardé que les murs extérieurs, j'ai même changé à l'intérieur la disposition de l'escalier, de toutes les pièces et tout. Là par contre ça m'a pris plutôt 6 mois, 6 mois peut-être 8 mois pour le faire. Et en fait, et donc après, ben voilà, j'ai payé mes maisons, moi, en vivant dans la mienne. Mes locataires m'ont payé mon prêt. Et donc, sur la première maison que tu as achetée pour investir, tu l'as divisée? Non, non, j'ai gardé. Non, je vis sur les 2 étages. Donc Non, je veux dire alors la deuxième. La deuxième, pareil, c'est pareil. En fait, elle est attachée à la mienne. Okay. Voilà, donc c'est la même, c'est aussi à 2 étages. Donc j'ai toujours très bien loué parce que louer une maison 120, 130 mètres carrés avec un jardin et un rooftop, c'est ça. Tu peux garer ta voiture, c'est facile de trouver des gens pour louer. Donc j'ai jamais eu de problème à louer ça en fait. Okay. Et alors les maisons de village. Les banques à Hong Kong, donc une maison de village au mètre carré, ça va être évalué moins cher que des immeubles, d'accord? Donc ça, faut le savoir. Donc à Hong Kong, en fait, tu as le prix d'achat et tu as l'évaluation de la banque. Et la banque ne te prête que par rapport à l'évaluation qu'elle fait de la maison. Bon, moi, j'avais acheté à un moment où c'était très bas, donc j'avais des évaluations qui étaient à la hauteur de ce que j'achetais. Mais actuellement, le marché actuel, par exemple, très souvent, si tu trouves une maison à 15 millions, ta banque va peut-être te le mettre à 12, 13, 14. Donc, il faut quand même que tu aies le cash pour la différence. D'accord ? Et les maisons de village, toutes les banques ne prêtent pas autant qu'elles prêtent pour un appart dans un... D'accord ? Donc, ça, il faut aussi avoir le cash. Donc, moi, j'avais des prêts à 50%, par exemple, du prix de la maison. Mais bon, le prix était tellement bas qu'il n'y avait pas de problème pour avoir le cash. Mais ça dépend des banques, en fait. Il y a des banques qui sont plus frileuses que d'autres. La Bank of China à Hong Kong, par exemple, est plutôt OK avec les maisons de village. Donc, généralement, ils te donnent des meilleurs termes. Après, je connais des gens qui, pour acheter des maisons de village, pour financer leurs 50% de cash payment, avaient, par exemple, une maison, enfin un appart en France,
ils faisaient un prêt en France, refaisaient un mortgage de leur maison pour payer le cash. Et puis à ce moment-là, parce qu'à la fin, à Hong Kong, tu peux facilement, tu as des loyers tellement chers que si tu vas rester 3, 4, 5 ans, évidemment, il faut que tu fasses attention à ce que tu achètes. Tu achètes un truc, une maison ou un appart, encore une fois, dans un bon endroit, la taille qui est pas mal et la vue qui est pas mal. Tu vas le relouer, tu vas le louer ou tu vas le revendre quand tu pars et à un prix où tu auras tes 5 ans de loyer, c'est énorme ce que tu as économisé. Donc la probabilité de vendre moins cher que ce que tu as acheté et ce que tu as économisé avec ton loyer, à part en crise, évidemment. Si tu as une crise comme on a eu. Mais donc, il faut acheter pour le long terme. Pour ne pas vendre tout d'un coup où tu es coincé, tu es obligé de vendre. Voilà. Donc, effectivement, il faut voir ça. Moi, je l'avais vu toujours comme quelque chose de long terme. Parce que moi, rapidement, j'ai décidé de rester ici. Je suis passée en contrat local. Donc, je savais que j'allais pas. On n'allait pas me dire, tiens, tu pars maintenant, tu t'occupes d'un autre pays. D'accord ? Parce que moi, j'ai décidé de rester sur Hong Kong. Donc, pour moi, il y a vraiment, financièrement, ça fait beaucoup de sens à Hong Kong d'acheter. Alors après, et j'ai beaucoup d'amis à qui j'ai conseillé ça, d'acheter. Après, beaucoup d'expats qui arrivent, qui vont avoir un super appart quelque part à mid-level. Si tu achètes, tu ne peux pas t'acheter ça. D'accord, bien sûr. Tu n'as pas le cash qui va pour t'acheter ce genre de choses. Peut-être pour donner un exemple, un bel appartement avec peut-être 3 chambres si on a des enfants, ça peut vite coûter 20, 30 millions de dollars, voire plus. 3, 4 millions d'euros. Voilà. Donc tout le monde n'a pas les moyens de se payer ça. Exactement. Et donc, je disais toujours aux gens, mais t'achètes parce que c'est un investissement. Donc maintenant, ça veut dire, bah oui, tu vas aller vivre ailleurs. Tu vas pas acheter, ton appart, si ton loyer est ce que tu veux payer pour ton prêt bancaire, tu veux la même taille, tu vas pas te l'acheter en mid-level. Alors soit tu prends plus petit, un mid-level, soit tu vas acheter à Kowloon, tu prends le métro, tu vis comme tu vis plus comme un expat, tu vis comme un local. Tu vas acheter dans des endroits plus loin, tu vois. Surtout à l'époque, tu avais Kennedy Town, il n'y avait pas de métro. Maintenant, il y a le métro, d'accord. Mais à l'époque, quand tu n'avais pas le métro, tu partais vers après Changwon, tu avais des choses beaucoup moins chères. Ou tu pars vers l'est, sur l'île. Ou alors, tu vas dans Kowloon. Et donc, parce que maintenant, tu t'achètes pour avoir un bien que tu aimes, pour avoir ta maison ou ton appart avec ta famille, voilà. Mais aussi, c'est un investissement. Donc, tu le vois différemment, tu vois. Tu n'es pas là pour 2 ans, donc tu veux vivre la vie avec des expats sympas à mid-level. Tu es là, tu vas rester un peu plus longtemps et tu veux économiser de l'argent par rapport à tes loyers. Donc, voilà, tu regardes un autre endroit plus loin, et il y a des endroits très sympas, et tu découvres aussi un Hong Kong qui est très différent. Et moi, je trouve que c'est sympa de vivre comme ça, quoi. Et bon, après, moi, j'ai regardé à un moment donné à acheter sur Central, à un moment donné, parce qu'il y avait des petits apparts, tu vois, pour louer, en fait, à des gens qui arrivent, ou des gens célibataires. Et puis, finalement, je suis restée avec ce que je connais. Après, tu vois, je connais bien le marché là où je vis, les villages qui sont sympas, les villages avec des problèmes, parce que tu as aussi ça, tu as les triades qui gèrent par exemple le parking beaucoup dans les villages à Kowloon. Donc il faut le savoir, tu payes pour ton parking. Mais si ça t'énerve de faire ça, parce que j'ai rencontré des étrangers qui étaient outrés, achète pas là-bas parce que tu vas jamais réussir à te garer. Donc il faut voilà, moi je connaissais bien ces quartiers-là, donc j'ai continué plutôt à acheter là-bas. Parce que voilà, puis je connais aussi les agents, j'ai un réseau, j'ai aussi un réseau maintenant pour faire des réparations, parce que je loue, en fait, toujours, j'ai loue 2 maisons à des expats, non, en fait, maintenant, une à des locaux, et le marché a changé. J'allais te demander quel type de locataire tu as. J'ai eu pendant très longtemps, j'avais que des étrangers, parce que aussi j'avais rénové les maisons dans ce sens-là. J'avais une cuisine ouverte sur le salon. Et très souvent, les locaux n'aiment pas avoir la cuisine ouverte sur le salon parce que la cuisine
Ils trouvent que ça sent trop fort, il y a trop d'huile, donc ils veulent des cuisines fermées. Donc à l'époque, c'était plutôt des expats qui aimaient ma rénovation. Après, les gens locaux n'aiment pas toujours les jardins. Il y a beaucoup de locaux qui n'ont pas l'habitude, en fait, ils ont grandi dans des immeubles et ils vont dehors pour aller marcher, ils vont dans les parcs, mais ils s'en occupent pas. Et en fait, souvent, ils n'ont pas envie de s'en occuper. Donc en fait, moi, dans mon village, ma maison a un jardin, ma maison à côté aussi donc a un jardin. Il y en a 2, 3 qui ont des jardins, mais tout autour, les autres maisons, qui appartiennent à des locaux, sinon ils mettent du carrelage. Et ils me disent, ils adorent regarder ma maison, mon jardin, ils ont une jolie vue, ils disent, voilà, mais ils n'ont pas envie de eux gérer ça. Alors après, il y a évidemment pas tout le monde est pareil, hein, il y a toujours mais en général, j'ai plutôt des expats. Mais maintenant, ça fait plusieurs. Là, j'ai par exemple une famille locale qui loue ma maison à côté. Et au départ, ils ont eu beaucoup à s'ajuster par rapport au jardin. Ils venaient parce qu'ils voulaient avoir un peu d'espace vert et de jardin. Mais au départ, ils m'ont dit ils ne savaient pas faire, quoi. Et ils ne comprenaient pas. Et les oiseaux, il y a des oiseaux, ça fait caca par terre, tu vois, il y a des insectes. Bah oui, c'est un jardin, quoi. Et donc, il leur a fallu du temps pour se vraiment apprécier, quoi. Voilà. Et donc, mais j'ai toujours aussi des étrangers ou voilà, aussi des locaux. Et le prix des maisons a fait comme ça, un peu comme ça, d'accord? Bon, moi, j'avais vraiment acheté pas cher, donc puis à un moment donné, c'était multiplié par 5 ou 6. Maintenant, non, c'est plus 5 ou 6, ça va être peut-être 3 ou 4, ou, tu vois. Mais bon, c'était parce que c'était particulier. Si tu achètes une maison de village maintenant, je pense pas qu'elle va être multipliée par 3 ou 4 dans 20 ans. Hein. Mais elle va pas non plus... Là, maintenant, le marché est bas. Le marché à Hong Kong a diminué, donc on trouve des maisons pour pas beaucoup moins cher qu'il y a 5 ans, par exemple. Après, encore une fois, tu achètes pour y vivre, par exemple, parce que tu économises tes loyers, ça vaut la peine. Et en fait, j'ai pas mal d'amis qui étaient en package, expat package, par exemple sur Stanley, et en 2009, tu sais, quand il y a eu la crise économique, il y a beaucoup d'expats à Hong Kong qui sont passés en local. Et j'ai des amis, leur boîte payait 70, 80, 100 000 Hong Kong dollars de loyer par mois. Et quand tout d'un coup, ils étaient passés en local et qu'ils avaient eux à payer leur loyer, ils ont dit non, là ça fait plus de sens. Et ils sont venus à Sai Kung, pareil, et ils ont acheté des maisons. Et donc j'ai aidé pas mal comme ça des amis. J'aurais expliqué le marché, je vais à les villages, les maisons, et ils ont acheté des maisons. Pour vivre. Et pareil, même si à l'époque, les maisons qu'ils ont achetées, c'était en 2009, les maisons avaient un peu baissé, parce qu'entre moi, 2003, j'ai acheté 4, 2009, ça avait remonté, puis après, ça a un peu descendu, mais c'était quand même encore... Là, tu achetais des maisons pour 20 millions, tu n'achetais pas pour 3 ou 4, tu vois. Et voilà, ils y vivent encore, et ils ont économisé depuis 10... à 15 ans de loyer, ce qui est énorme. Tu pars, tu vends ta maison. En France, tu peux t'acheter quand même beaucoup ce genre de montant, quoi. Tout à fait. Donc, oui, je le conseille, pas obligatoirement des maisons de village. Hein. C'est juste que c'est quelque chose qui souvent, par exemple, pour les Français, on aime bien la maison avec le jardin. Puis avoir de l'espace, quoi. Donc c'est vrai que ça résonne souvent avec des Français de partir là-bas. Puis maintenant, bon, t'as le métro, t'as Ringrao qui est pas loin, donc t'es pas obligé d'avoir une voiture. Enfin, tu peux, mais t'es pas obligé de conduire pour venir ici, tu vois. Tu prends les transports publics. Après, il y a aussi sur les îles. Hein. Moi, j'ai aidé des amis à acheter plutôt sur Lantau ou Lama. Sur Lantau surtout. Et puis tu prends le ferry pour venir sur Centrale, c'est très sympa aussi. Et là-bas, le marché est encore moins cher que maintenant. Sai Kung est monté. En fait, en 2009, il y a pas mal de gens qui ont commencé d'étrangers à bouger là-bas. Le marché a changé. Les maisons sont devenues plus chères.
Donc, Sai Kung, c'est plus cher, par exemple, que maintenant, si tu achètes à Lantau. Tu peux t'acheter des maisons pour bien moins cher. Et donc, je connais des expats comme ça qui ont été achetés sur Lantau. J'ai acheté une maison avec un jardin. Et à l'époque, le dernier que j'ai aidé, c'était peut-être en 2020. Et c'était la moitié du prix par rapport à Sai Kung, tu vois. Ouais. Maintenant, ça a dû remonter un peu, mais c'est aussi encore moins cher en fait. Ouais. Donc ça, c'est une option si tu veux de l'espace avec un jardin. Mais même si c'est pas le cas, acheter un appart, ça vaut le coup, quoi. Après, l'avantage que tu vas avoir en maison, et quand j'ai fait des podcasts, on parlait aussi de gens qui ont acheté en France des immeubles de rapport. Ce qu'ils aimaient bien aussi, c'est le fait d'être monopropriétaire, pas avoir une copropriété qui décide pour toi. Voilà. Donc il y a ça aussi, rien qui est. Oui, mais donc ça c'est pour nous les Français. Par contre, pour vendre, j'ai des amis locaux, eux, ils aiment, ils ont plutôt, ils ont acheté en immeuble. Quand ils venaient voir sur Sai Kung, je leur montrais et tout ça. Et finalement, eux, ils ont plutôt qu'acheter un étage de maison de village. Ils pouvaient acheter 65 mètres carrés, un étage de maison de village. Ils ont préféré acheter la moitié, 35 mètres carrés, en immeuble. Parce qu'ils valorisaient le fait d'avoir, c'est la sécurité. Hong Kong est super sûr, mais il y a ce côté, tu es dans un immeuble, il y a un gardien en bas. Et le fait que il s'occupe de beaucoup de choses, toi, il lave les vides dehors, t'as pas à gérer beaucoup de choses que tu dois gérer dans une maison. Donc, j'ai des amis locaux, ils ont préféré acheter des apparts justement dans des copropriétés. En plus, très souvent, tu vas avoir des immeubles très haut standing, tu vas avoir une piscine, la gym, mais même si tu n'as pas ça, tu as au moins des espaces communs avec des squares pour les enfants, et ils aiment ça. Tu vois, il y a un accès à l'espace public vert dont tu ne t'occupes pas, encore une fois. Tu vois, et donc et ça se vend mieux si tu veux revendre en fait, parce que t'as le marché local qui préfère ce genre d'appartement. Donc tu peux aussi acheter un appart dans un immeuble. Ça sera plus petit que si tu achètes un niveau de maison de village. Souvent, tu auras un tout petit balcon ou pas de balcon, alors que dans une maison de village, tu as toujours un balcon. Donc, ce qui est sympa. Mais encore là, c'est un choix personnel. Et après, aussi par rapport à la revente. Tu vois, ça sera plus facile de revendre un appart dans un immeuble. Et puis, la valeur est plus haute, en fait, au mètre carré. Après, quoi. Donc, et après, en termes, quand tu es propriétaire ici, donc il y a quoi comme impôt en fait, il n'y a pas beaucoup d'impôts à Hong Kong. Donc, il y a le gouvernement, il y a 2 taxes, governmental rent and governmental rates, ça s'appelle. Et en fait, alors, à Hong Kong, le terrain, généralement, appartient au gouvernement. Tu as des terrains privés, d'accord ? Mais par exemple, les maisons de village, souvent, ce sont des terrains du gouvernement. Alors, je ne sais plus lequel est le rent et lequel est le rate, d'accord ? Il y en a un que tu payes de toute manière, c'est l'équivalent des taxes locales pour payer tout ce qui est les impôts fonciers. C'est ça, garbage, comment on dit, les déchets, tout ça, d'accord ? Donc, il y en a un je ne sais plus si c'est rate ou rent, qui est pour ça, donc qui s'applique à tout, même les immeubles. Mais par contre, par exemple, les maisons de village qui sont sur un terrain qui appartient au gouvernement, ce qui est mon cas, je paye en plus governmental rate, l'autre, qui est à peu près c'est la même chose, quoi. Et c'est évalué par rapport à la valeur de ta maison. Donc le gouvernement, et puis ça monte, depuis 20 ans, ça a augmenté. Et c'est ça qui est marrant, c'est que donc, tu dis que ça monte chaque année, alors que toi, ça monte tous les... Oui, mais ça ne descend jamais. On est d'accord. Parce que toi, tu disais que le prix de ta maison, il a monté, il redescend. Par contre, les impôts, ils ne sont pas corrélés à ça. En fait. Non, mais la valeur qu'ils utilisent est bien moindre que la valeur du marché de ma maison. Donc, on verra un jour. L'autre chose par rapport aux maisons de village à Hong Kong, comme le terrain appartient... Alors, quand tu as un terrain privé, ce qui s'appelle Indeed Garden, qui t'appartient, ça va augmenter la valeur de ta maison.
Parce que ben, moi, non, mon jardin, il appartient au gouvernement, donc je le loue au gouvernement. Donc là, ça peut revenir à cher. Un jardin on va dire, 200, 300 mètres carrés peut coûter, maintenant, ça doit me coûter 50, 60 000 Hong Kong dollars par an. Donc, c'est pas donné. Pareil, parce que il augmente tous les 3-4 ans. Donc, depuis. Donc ça, c'est un inconvénient. Parce qu'il faut le prendre en compte. Voilà. Après, si tu achètes un appart dans un immeuble, tu as les management fees de la copropriété que tu n'as pas en maison de village. Et que tu ne maîtrises pas. Et que tu ne maîtrises pas non plus. Donc voilà, il y a avantage, inconvénient. Une maison qui a un jardin indeed, c'est-à-dire que le terrain est privé, va valoir un peu plus cher que voilà. Donc, mais c'est assez rare. Voilà. Donc j'ai pas. Par contre, quand tu sais que le terrain appartient au gouvernement, et en 2047, normalement tous les leases finissent. Pas tous, parce qu'il y en a plein qui ont beaucoup plus d'années que ça. Oui. Donc en 2047, est-ce que tu sais En fait, donc en 2047, quand Hong Kong devient vraiment avec la Chine, personne ne sait ce qui va se passer. Cependant, c'est un système qui est le même en Chine, qui est le même en Angleterre, où le terrain appartient au gouvernement. La maison t'appartient et le terrain appartient au gouvernement. Donc on voit mal la Chine dire on enlève toutes les maisons. Enfin, ça serait étonnant. En fait, normalement, les leases de terrain sont données pour 99 ans. Et au bout de 99 ans, tu les renouvelles avec un coût, certainement. On ne sait pas. On ne sait pas le coût. Moi, je me suis quand même renseigné aussi. Par exemple, ici, sur ce building, il y a 1000 ans. Wow. Oui, et il y a beaucoup de buildings comme ça, c'est des centaines d'années. D'accord. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils disaient qu'ils vont, aujourd'hui, parce que quand les leases sont expirées, c'est là où tu payes un des deux rates que tu disais, parce que sinon tu payes qu'un seul rate. Oui. Et il semblerait que donc il y a beaucoup de leases qui sont expirées. La plupart des village houses. Oui, c'est 47. Donc ils ont étendu jusqu'en 2047. Ouais. Et ils ont dit, le gouvernement chinois est en train de dire qu'ils vont normalement continuer comme ça, parce que dans tous les cas, ça leur apporte de l'argent. Oui. Donc ils vont pas arrêter. Ils ont commencé à en parler parce qu'il y a quand même au niveau international, ils ont envie de rassurer aussi, de dire on continue tout comme ça à Hong Kong. Même le Hong Kong dollar devrait continuer, tout devrait continuer comme ça, parce que de rien, ils contrôlent tout déjà. Donc qu'ils contrôlent le terrain ou pas, ça ne pose pas de problème. Oui, je pense pas. J'ai pas de crainte par rapport à ça parce que le gouvernement chinois est très pragmatique et il voit Hong Kong comme, c'est comme Shanghai, c'est comme Pékin. Ils vont pas détruire Hong Kong. Donc, je pense que oui, ça va se renouveler et puis voilà, on va continuer à payer nos governmental rates pour le terrain où sont les maisons. Mais effectivement, c'est étonnant pour par exemple des Français où on n'a pas ce système en France, quoi. L'idée que ta maison est sur un terrain qui ne t'appartient pas. Oui, après c'est aussi en plus un petit peu un différent système de ce qu'on peut trouver par exemple en Asie du Sud-Est, par exemple, je sais pas, en Indonésie, en Thaïlande ou autre, où en fait tu peux pas du tout être propriétaire du terrain, où là tu es obligé de faire des sortes de magouilles, si on peut dire ça, où tu es à 50%, où tu loues, par exemple en Indonésie, par exemple à Bali, tu achètes ta villa et tu loues le terrain à ton propriétaire tu payes un fees pendant 30 ans, bon, tu le payes d'un coup, mais tu payes pour 30 ans, renouvelable, mais tu ne pourras jamais être vraiment propriétaire. Donc là, ici, c'est plutôt le système anglo-saxon. C'est ça, c'est le système anglo-saxon. Oui, c'est ça. Donc tu peux pas, donc comme tu dis, c'est complètement différent de la France. Oui. Mais bon, après en France, oui, tu es propriétaire de ton terrain, mais tu payes aussi des impôts locaux, des taxes et tout ça. En fait, à la fin, ça revient à la même chose. Oui. C'est juste dans le papier. C'est ça. Quand tu achètes ta maison, elle vient avec un document qui s'appelle Grant Lease, qui dit voilà, que ça ce terrain qui est donné par le gouvernement, avec tu peux construire que ça, comme ça, enfin il y a des règles. Voilà. Ouais.
Pour moi, ça a fait beaucoup de sens. Même maintenant, ça fait 28 ans que je suis là. Je suis contente d'avoir des loyers pour Donc, pouvoir. j'imagine que tu as une partie de tes crédits, ou voire tous les crédits qui sont terminés. Ils sont terminés. Ah oui, Ouais. donc maintenant, Ils sont c'est tous terminés. du cash-in. Ouais. Et donc, Parce qu'en fait, j'ai acheté aussi j'en ai acheté en 2009. C'était la crise économique là. Et là, pareil, j'ai trouvé une maison de village qui était en plus, il y avait une barrière de sécurité, tu pouvais pas te garer, il y avait un pylône au milieu du jardin, enfin voilà. Et puis j'ai pris le temps de gérer tout ça, de faire ouvrir, d'enlever le pylône et et de rénover les maisons. Et voilà, et d'avoir de nouveau une maison. Et là, c'était un endroit. Ce sont des maisons qui sont à côté du métro de Ringrao, donc elles se louent très très facilement du fait de cette proximité, parce que tu marches au métro en 10 minutes. Oui. Ouais. Et donc très souvent, par exemple, des expats qui commencent à partir un peu vers la campagne, généralement ils louent ça parce qu'ils ont encore cette sécurité du métro, où j'ai aussi des familles avec des ados, et puis ils vont à l'école à droite, à gauche, ils prennent le métro. L'avantage qu'il y a vers où tu es, qu'il n'y avait pas il y a quelques années, c'est qu'il y a eu Tsuen Kwano, là, avec l'école. À l'époque, il n'y avait pas. Ouais. Un des lycées français. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas. Pareil, il y a eu une école qui s'est ouverte à Saikung après que j'ai acheté, enfin, internationale. Donc, il y a eu, alors qu'à l'époque, non, il fallait emmener les enfants, enfin, prendre le bus ou emmener les enfants. Donc, alors que maintenant, non. Donc, et puis, tu as ISF, l'école anglaise, qui a plusieurs écoles. Donc, les gens peuvent, avec le métro, avec les transports publics, y aller. Donc, pareil, là, j'avais encore une fois acheté par rapport à l'endroit, la vue, parce qu'il y a des arbres, il y a une green belt, et la taille. Et puis après, j'ai géré pour que ce soit sympa, pour que ce soit loué facilement, quoi. Et pareil, ça a été. Maintenant, ce sont mes revenus, et ça me permet d'avoir une vie confortable à Hong Kong. Donc oui, pour moi, ça a vraiment été la façon d'investir. Comme en plus, il n'y a pas de retraite. Moi, j'étais expat, donc ok, mais passé très vite en local. Et donc, j'ai eu la retraite locale, ça ne couvre rien, ça ne te permet pas de vivre. Donc, le jour où je pars en retraite, ce sont mes loyers qui vont me payer ma retraite. Donc, c'est vraiment pour moi l'investissement au long terme. Et là, je pense qu'on a un vrai exemple de. Parce que souvent, moi, je parle, et puis même dans les podcasts qu'on a parlé avant, la plupart des personnes achètent à crédit. Et des fois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de l'avantage du crédit et ce qu'on appelle l'effet levier du crédit, où tu empruntes une partie ou la totalité. Et c'était, comme tu dis, tes locataires qui t'achètent ta maison. Et c'est comme ça que tu t'enrichis. Bah oui. Parce que si tu n'avais pas eu ce crédit, tu ne serais pas autant enrichi. Ben oui, bien sûr. Si je n'avais pas acheté ces 2 maisons, 3 maisons, alors que je travaillais, donc le fait de travailler, d'être corporate, de gagner de l'argent, me donner une sécurité, parce qu'après ici, tu vas avoir des contrats de 3 ans, d'accord, de location. Mais effectivement, si la personne part après 2 ans, ben là, tu as 2 mois, toi peut-être, ou tu n'as personne. Donc, travailler me permettait d'avoir cette sécurité pour ces 2 mois, mais tout le reste du temps, c'était payé par mes locataires. Donc, mes maisons, elles ont été payées par eux. Et j'aurais pas pu, moi, avec mon salaire, m'acheter toutes ces maisons, enfin, à l'époque, tu vois. Donc oui, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment un investissement qui faisait du sens. Surtout à Hong Kong, où les loyers sont... les maisons, j'ai eu de la chance d'acheter des maisons pas chères. C'est de la chance et en même temps des choix de ce que j'achetais. C'est les deux en fait. C'est sûr. Et le fait que j'ai pas eu peur j'achetais des choses, j'ai acheté des maisons qui n'avaient pas été rénovées mais depuis 1960, tu vois. J'avais les carrelages avec les fleurs et tout. Tu vois. J'avais j'ai fait des travaux aussi qui complètement transformaient la maison. Effectivement, j'aurais pas pu louer les maisons au prix que je les loue si j'avais pas rénové. Donc, mais ça a été mon choix de dire je fais ça. Donc ça veut dire aussi 6 mois, 8 mois
qui sont planifiés où j'ai pas de loyer pour faire la rénovation, tu vois. Mais ça, c'était après, ben, je multipliais par 3 les loyers. Donc ça valait au long terme, fallait le faire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc ça a été une décision voilà, pour investir et pour garantir mon futur. Ouais, non, c'est super. Ouais. Et aussi, je me posais la question, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec tes locataires ou est-ce que tu es déjà arrivé quelque chose de... où ça a toujours tout s'est bien passé? Alors Hong Kong protège bien les propriétaires dans le sens que en fait on a une caution de 2 à 3 mois et qui en fait que tu peux utiliser si tu as des problèmes de dégâts importants dans les maisons. Cependant, oui, tu peux avoir des gens qui partent, surtout s'ils partent de Hong Kong, ils peuvent simplement se tirer. Comment tu vas aller les chercher? Tu vas pas tu peux pas. Enfin, financièrement, légalement, tu pourrais, mais financièrement, tu ne peux pas aller chercher quelqu'un à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il ne te paye pas tes 2 derniers mois de loyer. Donc là, il y a un risque. Ça m'est pas arrivé. D'abord parce que, en fait, moi, j'ai toujours mis une clause de départ dans mes contrats, sachant que j'avais des expats et connaissant en tant qu'expat. Donc, j'ai toujours une clause qui dit si vous partez de Hong Kong, parce que vous n'avez plus de boulot, donc évidemment, il faut me le prouver, mais vous pouvez partir, vous me donnez 2 mois de préavis, vous partez. Parce qu'à la fin, et c'est arrivé, j'ai eu une fois, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, vraiment, c'était après 6 mois. Donc, oui, c'était vraiment pas cool. Mais les pauvres, ils ont perdu leur boulot. Et donc, ils pouvaient pas rester, il fallait qu'ils partent. Et ça, en fait, moi, je le fais parce que, bon, humainement, je trouve que c'est mieux. Mais aussi, ça permet de faire une transition. Parce que sinon, si vraiment il fallait qu'ils partent, ils pouvaient pas payer. Donc, ça veut dire quoi? Ils allaient partir, ne pas payer les derniers mois. J'aurais pas pu faire visiter la maison. Tout plein de problèmes. Donc, alors que là, oui, ils m'ont dit, désolé, on part. Bon, ok. Et donc, j'ai fait visiter la maison pendant qu'ils étaient encore là. Évidemment, ils étaient super agréables. Ils ont dit que du bien. Et j'ai vu la maison. J'ai même dit aux gens, non, mais attendez, il faut au moins que je refasse un peu de peinture, quoi. Donnez-moi une semaine, quoi. Tu vois? Donc, ça, c'est quelque chose qui est positif, en fait, après. Parce que ça se passe bien avec tes locataires. Donc, ils ne font pas non plus de dégâts par méchanceté. Et puis, tu peux plus facilement faire visiter et louer, donc, et pas perdre 2-3 mois derrière, tu vois. Donc, ça, c'est un des risques. Après, j'ai des gens, des fois, oui, qui savent pas, qui veulent pas prendre leurs responsabilités. Ça arrive. Bon, tu as la caution. C'est pas toujours agréable. Ça t'est jamais arrivé, par exemple, je sais pas, de retrouver la maison dans un... Ça, une seule fois. Une seule fois, en fait. Ouais. Une seule fois, ça m'est arrivé. Et en fait, moi, j'ai jamais eu à garder la caution à part cette fois-là. Ah oui. C'est la seule fois où j'ai dû garder la caution. Et ils avaient bousillé la maison. En fait, c'était des gens qui avaient des chiens. Et ils m'avaient dit qu'ils avaient des chiens. Mais ils m'avaient montré un petit chien comme ça, là. Donc, j'avais dit qu'il était un vieux qui bougeait pas. Donc, j'avais dit, bon, il m'avait dit, vous inquiétez pas, on leur essuie les pattes en rentrant, on leur met des trucs, tout va bien. J'avais dit, bon, ok, je vous loue, bien que vous ayez des chiens. Et puis, en fait, au bout de 2-3 mois que je suis rentrée, ils m'ont demandé de venir voir un truc dans la maison. Et j'ai vu, mais des chiens. Il y avait un chien, c'était comme... Il avait grossi. Il y en avait, en fait, dans les 4, il y en avait un comme ça, et il y en avait 3, mais c'était des veaux. Enfin, je connaissais pas cette race de chien. Le chien était gros comme ça, et en fait, il était. Et le problème aussi, c'est qu'il est. Enfin, il se jetait contre les. Il voulait rentrer, il se jetait contre les portes, et le parquet avait déjà été. Il les laissait à l'intérieur de la maison. Et là, j'ai eu vraiment. Et là en fait, ça faisait que 2-3 mois, et j'aurais dit, écoutez, ça va pas aller là. Vous avez détruit la maison, donc si vous voulez. Il n'y a pas de problème, on arrête le contrat, je vous laisse partir plus tôt parce que c'est pas fait pour. Ils n'ont pas voulu. Et donc, au bout de 2 ans, quand j'ai récupéré la maison, mais tous les mosquitonettes étaient détruits parce que les chiens, ils se jetaient contre les. Ils les enfermaient dans la maison et les portes à l'intérieur avaient été complètement. Parce que pareil, ils fermaient les portes, puis les chiens, tous les parquets à refaire. Donc là, j'ai dû effectivement refaire. J'avais jamais eu ça en fait. Et là, j'ai gardé la caution.
Et eux, ils m'ont pas payé, évidemment, le dernier mois. Enfin, eux, c'était pas des gens qui Ouais. prenaient leurs responsabilités, Ouais. malheureusement. Donc, Et ça m'est arrivé une fois en est-ce que 28 ans, depuis, ça va? tu as interdit les chiens dans la Non, colocation? Ah, non, j'ai pas interdit, mais je fais très attention. Je ne referai pas avec 4 chiens, je pense, parce que il faudrait que je connaisse les gens. Là, les chiens, en fait, étaient tellement gros, ils en avaient peur, même la femme en avait peur, ils ne le sortaient pas. Alors, bien, le chien, il allait venir, bien sûr, c'est pas la faute des chiens, hein, tu sais. Il fallait les sortir, tu les laisses pas à l'intérieur, voilà. Donc, moi, j'aime bien les chiens, j'aime bien les chats, mais il faut que des propriétaires, enfin des locataires qui savent s'occuper de leurs chiens et qui les sortent tous les jours. Et si ça, c'est pas fait, tu vas avoir un problème. J'ai eu un autre locataire avec un chien et aucun problème. Ben, il le sortait, ils prenaient leurs responsabilités si le chien il cassait quelque chose. Donc, c'est bon, après, 4 chiens, c'est peut-être beaucoup, mais aussi, c'est une question plus de la personne. Mais tu vois, bon, c'est pas 28 ans que je loue, mais ça va dire 20 ans que je loue. J'ai eu une seule fois quelque chose comme ça. Et une autre fois, pareil, un locataire, là, il n'y avait pas d'animaux, mais qui prenait pas sa responsabilité. Donc, j'ai eu un problème où il y avait une fuite d'eau et il m'a rien dit. Donc évidemment, au bout d'un moment, la fuite d'eau, t'imagines le parquet complètement détruit, quoi. c'est bizarre quand même Ouais. c'est quand même de vivre dedans. Ben oui. Bon, la maison était très grande et ils n'étaient pas nombreux, donc peut-être qu'il y a, bah oui, quand même. Oui, oui, moi, après, les gens vivent j'ai appris à ce que les gens vivent très différemment. Et donc voilà, ça a été l'autre fois. Sinon, non, sinon les gens généralement prennent soin. M'appellent même des fois, bon, pour des trucs, je leur explique, maintenant, vous voyez, voilà, ah, ok, bon. Ça, mais je préfère ça. Je leur dis toujours, appelez-moi, demandez-moi, il n'y a pas de problème, je préfère que vous me demandiez parce que moi, je comprends bien comment fonctionnent les maisons, la réparation. Si vous ne savez pas, demandez-moi. Et vraiment, donc en 20 ans, ben, franchement, ça a été très rare. Et donc, tu disais que les plus courts, là, c'est ceux qui sont partis très rapidement parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et quel a été tes locataires qui sont restés le plus longtemps? 7 ans ou... ouais, je crois que c'était 3 contrats de 2 ans. Ouais. Et puis ils sont partis après un an, de 4e contrat. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et en fait, il y en a, au bout de 6 ans, c'était moi qui disais, bon, là, les loyers, il faut que j'ajuste quand même. Parce que tu les remontais pas? Des fois, non. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à Hong Kong, tu peux remonter autant que tu veux. Mais alors, est-ce que ça vaut la peine? Au renouvellement, hein, c'est ça. C'est ça, au renouvellement. Alors, et moi, j'ai eu des fois comme ça, par exemple, typiquement, la première fois que j'ai loué la maison à côté, c'était en 2005-2006, et les gens sont restés pendant 6 ans. Mais le loyer, en fait, en 2000, ça valait 25 000, si je me souviens bien. Quand ils sont partis, la maison se louait à 35-40, quoi. Et 35, je crois. Enfin, par là, d'accord. C'était significatif, c'était 50%. Mais entre deux, tu vois, tu dis, bon, j'augmente de 2000, 3000 par mois, tu perds la personne. Alors après, ce sont des maisons qui se louent, donc quand même à 30, 40 000, d'accord. Donc, il faut qu'elle soit impeccable, la maison. Donc, tu dois payer tes travaux, tu perds 2-3 mois pour faire les travaux, tu payes l'agent, d'accord. Et qui sait quand est-ce que tu trouveras du monde. Donc, pour moi, généralement, d'un contrat à un autre, je ne change pas, d'accord. 3e contrat, il faut regarder le marché, ok. Mais très souvent, donc si les gens ils étaient vraiment bien, ils payaient à temps, ils sont sympas, je gardais le loyer en fait. Donc je gardais les gens, si eux ils restaient à Hong Kong, 6 ans. Généralement, alors maintenant, c'est plutôt que ça monte, c'est descendu dernièrement. Donc, les loyers aussi, hein. Les loyers sont descendus, donc après si vraiment ça descend, on en parle et je descends. Il vaut mieux pour moi que je descende de 2 ou 3 000 par mois que de, encore une fois, refaire tous les travaux, etc., quoi. Donc voilà, moi je garde les gens longtemps, et puis quand ça vaut la peine, quand vraiment la différence de loyer, là je dis écoutez, désolé maintenant, et très souvent c'est des gens qui ne peuvent pas, donc ils partent et ils vont trouver autre chose plus loin, ou tu vois. Voilà.
Donc j'ai des gens qui restent longtemps, toujours. Parce que aussi, en fait, moi j'ai acheté pour louer. Souvent les gens, ils aiment, ils montent parce qu'ils veulent vendre. D'accord? Et quand tu vends, si ta maison est louée 35 000, tu ne vas pas la vendre autant que si elle est louée 50 000. Donc si le marché monte, et à chaque fois il monte parce qu'ils veulent faire la plus-value en vendant. D'accord? Donc ça effectivement, c'est logique. Si moi je décide un jour de vendre, je réévalue des loyers, d'accord? Parce que je veux vendre. Si le loyer a vraiment monté. Mais dans l'idée que moi, ce sont mes revenus, je préfère garder des gens à long terme, des gens qui restent, qui entretiennent les maisons. Donc aussi, j'ai des gens bien là, qui entretiennent la maison. C'est important à Hong Kong, surtout avec l'humidité, les typhons, les black rain. Si tu as des gens qui s'occupent pas de la maison, tu peux vraiment avoir des dégâts. Donc c'est important de trouver des gens qui s'occupent bien de ta maison, tu vois. Donc généralement, très souvent, d'un contrat à un autre, ça ne change pas. Et troisième contrat, je regarde quoi. Et j'ai eu aussi des baisses. J'ai eu des gens, ça a monté. Non, j'ai des gens que c'est resté et puis ça a baissé parce que il y avait, c'était au moment de, je sais plus quelle crise là. Oui, ça devait être, c'était le Covid. Donc, on a un peu baissé. Ok, d'accord, ils sont restés et puis voilà. Moi, ça m'a arrangé de les garder, tu vois. Et toi, dans le futur, tu te vois rester à Hong Kong ou tu n'as aucune idée de où est-ce que tu te vois passer ta retraite? Alors moi déjà, la notion de retraite, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, la notion de retraite, quand tu es self-entrepreneur, tu vois, j'ai pas cette notion de... Ça veut dire quoi? J'arrêterai de travailler? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Moi, j'ai mes maisons, ce sont mes revenus. Donc, je les loue, c'est comme ça. Après, j'ai fait du conseil, là, j'ai une entreprise. Donc, je sais pas ce que ça veut dire vraiment prendre ma retraite. Moi, j'ai pas... j'ai regardé, j'ai quand même travaillé en France. J'ai cotisé 15 ans. Et je crois que je vais avoir 600 € par mois, tu vois. Donc, je ne vais pas vivre avec ça. Hein. Donc voilà, mes loyers, ça va être, j'ai toujours les gérer, gérer mes maisons, gérer mes locations, c'est mon boulot, je pense, à vie. Alors vivre, où vivre? C'est une bonne question. Parce que j'ai ma fille maintenant qui a 19 ans qui est en Europe pour ses études. Donc effectivement, j'ai très envie d'y être plus souvent. Donc, alors maintenant, cependant, j'ai regardé, je ne peux pas vivre avec mes loyers d'ici en France. D'accord? Parce que, alors, avec l'accord sur les taxes entre Hong Kong et la France, vu que je paye mes impôts ici à Hong Kong, si je vivais en France, je ne serais pas taxée de nouveau sur mes loyers. Cependant, je serais taxée sur l'impôt sur la fortune. D'accord? Parce que le prix des maisons ici, c'est beaucoup plus que les 1 million d'euros, que tu as 1,3 million d'euros. Et donc, je serais taxée sur l'impôt sur la fortune. Et le retour sur investissement que j'ai, c'est environ 3%, on va dire, mes loyers par rapport à la valeur de ma maison. Même si ce n'est pas le prix que j'ai acheté, mais si tu prends la valeur de ma maison actuellement, j'ai 3% à peu près. Donc, si je paye 1%, ça d'accord. 3%, c'est bien. Si je paye 1% d'impôt sur la fortune, plus mon impôt ici, plus mes taxes, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec... Donc ça, c'est un des problèmes. Si les gens veulent acheter ici pour après prendre la retraite en France, ça ne marche pas. D'accord? Avec l'impôt sur la fortune. Je sais qu'il y en a certains qui achètent ici, puis comme tu disais, ils revendent. Tu revends. Avant de partir. Voilà. Donc tu revends avant de partir, un an avant. D'accord? Parce que sinon, tu es taxé sur ta plus-value si tu es résident français. Donc effectivement, si tu rentres en France, il faut que tu vendes. Ça se prévoit. Ça se prévoit. Et puis après, avec l'argent que tu auras quand même l'impôt sur la fortune, à mon avis. Ou alors, je ne sais pas comment tu fais. Il faudrait que tu me dises. Alors, c'est que l'immobilier. Ça dépend si tu as du cash. Tu n'es pas imposé en France.
sur ton cash. Avant, tu n'es plus imposé sur Non, le cash? avant c'était Je croyais. l'ISF, impôt Oui. sur la fortune. Ah, ça a Et changé. là, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Ah, Maintenant, il y a que d'accord. l'immobilier. Ah, il n'y a que l'immobilier. Donc, d'accord. Donc, ça marche. Alors, faut vendre. Voilà. Mais donc, je peux pas Après, vivre. tu n'es pas imposé sur ta résidence principale. Oui. Donc, au pire des cas, tu t'achètes une maison et après le reste, Oui. voilà. Voilà. Mais oui. Oui, donc Ça- tu peux faire ça. Donc, il faut, voilà. Mais si tu veux vivre de tes loyers hongkongais en France, il faut prendre en compte que tu as pratiquement 30, 40 à 50% de tes loyers qui partent en impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est embêtant, d'accord. Donc ça, c'est première raison. Donc si je voulais aller partir vivre en Europe, il faudrait que je réfléchisse où je vais. Deuxièmement, moi j'aime vivre ici, j'aime l'Asie, j'aime le Hong Kong, j'aime la Chine, travailler avec les Chinois, j'aime la culture ici, j'aime le côté très international. Donc moi je suis bien ici. Dans la vie où ma fille me manque, mais bon, faut que je prenne l'avion quoi. Voilà. Donc je me vois pas vivre à plein temps en Europe. Mais je pense que aussi l'avantage que tu as par rapport à d'autres personnes mine de rien, il y a beaucoup de gens à Hong Kong qui habitent là depuis des années et qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas acheté. Oui. C'est-à-dire, ils ont un logement bien sûr, mais ils n'ont pas acheté. Et donc en fait se dire, je passe ma retraite, voilà, ou n'importe, mais en tout cas sans emploi, ils ne peuvent pas se le permettre parce que vu les loyers, tu peux pas. Alors que si tu es déjà propriétaire, que tu as fini de payer ton crédit, après que tu sois là ou ailleurs, la vie n'est pas si chère que ça en Hong Kong. Après, tu peux manger pour pas très cher. Voilà. Alors, tu peux manger pour très cher. Mais les transports sont pas trop chers non plus. Surtout après 60 ans. C'est deux Hong Kong $. Donc oui, j'irais acheter un petit appart, par exemple, en premier achat pour des gens, même si par exemple, une famille d'expats qui ne veut pas acheter pour eux. Moi, je conseillerais d'acheter un petit appart. Parce que tu le loues facilement, d'accord. Donc, tu vas te le faire payer par tes locataires et tu as un pied-à-terre pour le futur, si tu as envie. Parce qu'après, à Hong Kong, tu peux garder ta résidence permanente. Il faut passer 3 mois par an environ à Hong Kong pour vraiment pouvoir déclarer que tu es résident et tes impôts. Donc c'est quand même bien parce qu'on ne paye pas énormément d'impôts. Donc si tu es nomade un peu, tu vois, si tu vas 3 mois, 4 mois à Hong Kong, 3 mois en France, 3 mois là, c'est un mode de vie quand même très sympa et que tu peux financièrement te permettre parce que les impôts ici ne sont pas tellement. Sûr. Donc ça vaut la peine. Donc oui. Je pense que je vais être nomade pendant longtemps, jusqu'à ce que mon corps... il n'y a pas de raison, de toute façon. Je suis en bonne santé. Tiens, ça me fait penser, il y a quand même un autre point à Hong Kong, c'est quand même... Alors, c'est quand même toujours mieux d'avoir une bonne assurance médicale, et ça peut coûter cher plus tu vieillis, mais mine de rien, le système de santé est quand même très bien. Surtout si tu vas dans du privé. Public, le privé, tout à fait. Mais même le système public est bien aussi. Il y a beaucoup de choses. Comme on dit, le transport, sans rigoler, 2 Hong Kong $ pour aller où tu veux. Le transport public qui va partout, les taxis. Moi, je trouve que c'est un super endroit pour vivre. L'accès à toute l'Asie facilement. Moi, je suis bien. Je suis bien ici, donc je suis... Et peut-être pour finir, une dernière question. Est-ce que tu donnerais des conseils, aux personnes qui nous écoutent voilà. Je pense que tu l'as pas mal dit, mais voilà. Je dirais prendre faire confiance au coup de cœur quand on visite. Moi, j'ai toujours acheté, même pour louer, des maisons où je m'y sentais bien, moi, pour y vivre. Et je pense qu'il faut prendre en compte l'endroit, la vue, la taille. Et après, on rentre et on aime l'endroit. Parce que, en fait, si les gens, eux, ont envie d'y vivre, tu le loueras. Et tu arriveras à convaincre des gens d'y vivre. Il n'y a pas de raison. Tu vois, si simplement tu gardes dans ta tête que l'agent te dit que c'est un super appart mais que toi, tu ne le sens pas, moi, j'irai pas. Moi, c'est mon conseil. Il faut suivre son feeling là, pour acheter. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci Sophie. Merci.